Je vais commencer étant donné le temps qui court. Oui, innovation pour relever les défis en production animale. Et dans le fond, c'est un sujet qui nous tenait à cœur, puis que ça vient d'un projet dans lequel on a développé on a fait un symposium au marge de la 5e conférence de la Commission internationale de génie rural. Et dans cette conférence-là, et pour ceux qui ne connaissent pas la commission, ils tiennent une conférence qui se déroule à chaque 4 ans, qui se déplace un peu partout dans le monde à chaque 4 ans. En 2020, c'était à Québec. Et la conférence porte notamment sur tout ce qui c'est autour de génie agricole et environnement et protection des ressources, etc. Et il était supposé avoir lieu en 2020, en juin 2020, mais c'est ça, vous connaissez l'histoire, la pandémie est arrivée, donc on l'a rapporté d'un an en 2021 en disant, bon, dans un an, tout va être réglé. Puis, ouais, c'est ça. Donc, en 2021, on était dans la même histoire. Donc, finalement, on l'a eu en virtuel, bref. Mais l'important, c'est qu'on a tenu l'événement. Donc, ce symposium, nommé Innovation pour relever les défis en production animale, ça découle d'un projet nommé Démocratiser les innovations éprouvées pour une production animale québécoise durable. Ici, vous vous rendez compte que le titre, donner des titres au projet, c'est l'effort à Stéphane. Donc, ça découle d'un programme financé par le programme Innovation par l'IRDA. Puis on a des collaborateurs financiers aussi, comme le CDPQ, Romain, Maximus et Viapol d'expertise. C'était quoi l'objectif du symposium? C'était fournir de l'information sur les innovations récentes en production animale pour répondre aux défis d'ici. Et spécifiquement, donc on voulait faire un symposium avec des participants, avec des experts étrangers et d'ici pour identifier les défis et voir les pistes de solutions. Et par la suite, donc, il s'agissait de regrouper toute l'information qui était donnée, et la compléter, la synthétiser et diffuser cette information comme dans le cas d'aujourd'hui. Et dans l'événement, donc, il a eu lieu en 2021. Donc, finalement, il a pris une mouture de 2 demi-journées dans lesquelles c'est divisé en 4 blocs, en 4 sujets. Le premier, donc, bâtiment et gestion de déjection, système d'élevage du futur, problématiques émergentes et un volet plus climatique environnemental nommé urgence climat. On a réussi à regrouper des experts d'ici, du Québec, d'ailleurs du Canada, de France, du Danemark, de la Belgique, de l'Australie et du Brésil dans cet événement-là. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, et l'information, il va être plus détaillée sur notre site Internet, dans lequel a été compilé en 4 vidéos et en 7 fiches synthèse. Donc, les vidéos du symposium, vous allez les retrouver sur le site Internet de l'IRDA. Vous allez dans la section publication. Puis, si vous filtrez l'information, je vous suggère peut-être de filtrer par mon nom, parce que si vous filtrez par le nom de Stéphane, vous n'allez pas vous retrouver non plus. Donc, c'est ça. Donc, vous allez trouver les vidéos puis les fiches synthèse qu'on a fait. Donc, au total, on a fait 7 fiches synthèse. Les fiches synthèse, c'est pas c'est pas une synthèse de chaque présentation. On a fait un résumé des grandes lignes puis des grands sujets traités dans le symposium avec lesquels on a complété l'information
Et on l'a résumé, puis on est allé chercher des exemples précis. Puis la manière qu'on a fait les fiches synthèse, c'est que et vous allez voir que vous allez trouver comme des codes QR pour facilement, disons, avoir accès à chaque exemple qu'on donne, sinon avec des liens hyperliens. Donc, en premier lieu, c'est quoi les défis qui ont été définis? Donc, ou qui ont été présentés, c'est que les attentes et les exigences sont élevées par rapport, de la part des consommateurs. Donc, les consommateurs, ils veulent en plus d'un produit de qualité, ils veulent que ça soit bio, ils veulent que ça soit local, qu'ils veulent que ça soit respectueux du bien-être animal. Et il veut que ça soit d'une ferme carboneutre, sinon avec une empreinte carbone très faible, et etc., etc., etc. Puis en plus de ça, il veut pas payer le fort prix, il veut que ça soit pas cher. Donc les producteurs est pris avec cette exigence-là qui vient un peu de partout, puis que ça lui demande beaucoup pour l'avenir aussi. Donc, il faut qu'il obtienne aussi une meilleure acceptabilité sociale, soit géographique, soit de son image, une image plus verte de sa ferme. Et il faut qu'il réponde aux normes, aux nouvelles normes qui s'en viennent aussi. Donc, à chaque... pas à chaque année, mais il y a des normes qui s'instaurent continuellement, puis il faut qu'ils s'accommodent, et c'est un défi aussi pour eux. Il faut qu'ils pallient à la pénurie de main-d'œuvre, et il faut qu'ils fassent face à la fluctuation du marché, au contexte mondial, de comment ça fonctionne, comment changent les marchés, clin d'œil à la pandémie. Et le climat au Québec, qui non plus n'est pas facile, est plus strict et produire ici que produire dans le tropique. En plus, il faut qu'il fasse face au changement climatique, adaptation au changement climatique. Et tout ça en maintenant des conditions adéquates d'élevage et une bonne performance technique, des bonnes conditions dans son étable. Donc, on voit que le métier de l'agriculteur se complexifie de plus en plus. Oui, donc ça vient beaucoup de la science, des nouvelles découvertes. Ça fait en sorte on fait des nouvelles demandes à l'agriculteur. Et une chose qu'il faut faire attention, c'est alors à l'augmentation de la charge de travail de l'agriculteur. Donc, et il est pris avec tout ça et il faut qu'on fasse attention au bien-être. On ne parle pas ici de l'animal, on parle aussi de l'agriculteur. Il a besoin de réduire son stress et avoir un bien-être pour pouvoir produire, avoir plus de sorties, plus d'appui et de levées financiers, d'appui social, psychologique, de toutes sortes pour qu'il puisse et faire face à tous ces défis-là. Donc, dans les défis qu'on a envisagés, il faut mettre les producteurs au cœur des solutions. Donc, on voit que cet équilibre est fragile. On l'a vu avec la pandémie, on bascule on bouge de quoi d'un côté, puis ça vient tout basculer d'un autre. Donc, est-ce que la recherche et les nouvelles technologies pourront aider? Donc, c'est la question. Parce que, comme je viens de dire, les recherches, ils font aussi en sorte que devenir viennent d'exiger beaucoup plus à lui, mais il faudrait aussi qu'il vienne l'aider. Donc, voilà pourquoi. Donc, à l'agenda aujourd'hui, je vais vous présenter un peu un survol de la synthèse de ces symposiums-là, dans lesquels a été résumé en 7 fiches. On va faire un survol rapide de chaque fiche qu'on a produit. Et pour aller, c'est ça va être juste un survol. Pour aller plus en détail, vous pouvez aller lire, télécharger les fiches.
Sinon, j'ai eu beaucoup d'aide aussi de Béatrice qui est aujourd'hui ici avec moi. Je pense qu'elle est proche, donc vous pouvez aussi poser la question à elle. Bon, la première fiche, c'est un bâtiment d'élevage plus intelligent et durable. Donc, les sujets traités ou en résumé sur les bâtiments d'élevage, c'est que les bâtiments du futur vont être d'une allure plus naturelle. Ils vont demander plus de confort aux animaux. Ils vont être de plus en plus automatisés, intelligents, capables de mesurer, stocker des données et analyser, prendre des décisions, réagir, tout de manière automatique, en plus d'être carboneutre, sinon avec une faible empreinte carbone, puis qu'on fasse une bonne gestion de ces extraits, du ciel, fumier, eau. Un exemple ici, un peu si on pousse les concepts, et cela a été présenté d'ailleurs par Sébastien Fournet lors de sa présentation. C'est les jardins pour vaches, donc un milieu plus lumineux, naturel, plus de confort, d'espace pour les animaux. La deuxième fiche porte sur le confort et le bien-être en vache laitière. Et la présentatrice parlait qu'encore près de 80% des vaches en lactation sont en stabilisation entravée au Québec, puis qu'en plus les stades sont généralement trop petites, puisque la sélection génétique a fait en sorte qu'il y a comme une augmentation importante de la taille des vaches laitières au fil des années, puis les bâtiments et la conception ont resté les mêmes. Donc ça vient créer des problèmes. Il y avait quelques pistes de solutions qui ont été présentées pour modifier les bâtiments sans avoir besoin de construire une nouvelle étable. Par exemple, augmenter la quantité de litière, cela va empêcher les blessures au jarret et allonger la chaîne du cou ou simplement changer la barre du cou par une chaîne aussi. Ça va diminuer le temps de coucher, va augmenter le comportement d'exploration, va avoir plus de liberté de mouvement de l'animal. Une stade plus large ou l'utilisation d'une bande textile qui va faire en sorte de diminuer les contacts avec les diviseurs. Et la barre de cou flexible, comme les chaînes, donc ça va éviter des blessures. L'exercice fait améliorer la santé des pieds, puis va avoir les animaux vont avoir une meilleure démarche. Oui, il y a d'autres contraintes qui viennent avec l'augmentation d'espace puis avec les mouvements, mais disons que c'est vers là qu'on s'en irait. La troisième fiche porte sur l'intelligence artificielle en général en production animale. Donc, on va trouver des équipements et branchés plus intelligents comme la trémie, abreuvoir, qui vont venir mesurer, identifier peut-être l'animal qui boit, l'animal qui mange, combien il a consommé, son allure, est-ce qu'il va bien, non? Utilisation de toutes sortes de senseurs et d'instruments de mesure et contrôle. Accéléromètre, on a parlé de podomètre, venir mesurer des caractéristiques physiques de l'animal. Des caméras, par exemple, à infrarouge, qui va détecter la température de la peau, puis des problèmes sinon des comportements des problèmes de comportement, vont analyser les mouvements des animaux, vont faire des mesures, des analyses précoces des futures maladies. L'utilisation des microphones, par exemple, pouvant identifier certains sons qui viendraient prendre des décisions, par exemple les cris des porcelets qui se font écraser, sinon des toux, vont identifier des sons comme la toux pour être plus en amont dans la prévention de maladies. Et l'automatisation par robot des tâches simples. Ici, par exemple, l'aération de la litière, faire bouger les poules, ramasser les œufs, faire la traite robotisée, ça on le voit déjà assez couramment. Et repousser les fourrages de manière automatique et autonome.
sinon des contrôleurs intelligents d'ambiance branchés à les prédictions météo pour qu'ils puissent réagir à l'avance. La quatrième fiche, l'intelligence artificielle en production porcine, puis des nouvelles technologies en production porcine spécifiquement. Donc, on a parlé des caméras aussi, on utilisait des microphones, accéléromètres, podomètres, tout pour mesurer les caractéristiques physiologiques de l'animal, puis de l'animal individuel. Et trémie à prévoir électronique branchée qui prend des décisions. Et cage de mise bas, ascenseur, on l'a vu aussi dans le symposium, donc ce qui va réduire la mortalité par écrasement des porcelets. Et les injecteurs sans aiguille de CDC-DPQ qui a fait un projet en revue là-dessus. Il y a aussi l'utilisation des nanoparticules et des suppléments alimentaires un peu dans l'alimentation pour prévenir des maladies. On voit un exemple ici d'une niche intelligente dans laquelle va créer un microclimat et chauffer de manière intelligente pour les porcelets sans surchauffer la truie. Et des aspects qui étaient soulignés à venir, donc des systèmes de reconnaissance faciale pour chaque animal, donc comme pour faire le suivi de la consommation individuelle. Et ils vont remplacer les puces RFID, les tags, et sinon avoir de nouvelles étiquettes d'oreilles pour enregistrer ces données-là physiologiques en temps réel. Par exemple, avec la température corporelle, la fréquence cardiaque, l'activité qu'il fait, etc. Un autre problème qui a été souligné et émergent, c'est l'apparition de nouveaux pathogènes, le développement de résistance aux désinfectants et le développement de résistance aux antibiotiques, puis qui met en péril un peu la santé des travailleurs et des animaux. Une image qui a été présentée par notre collègue et collaborateur belge, donc, qui nous présentait un peu la chronologie des années de la découverte de nouveaux antibiotiques, puis par la suite, c'est quand a apparu la première résistance à cet antibiotique-là. Donc, on voit un peu l'effet d'antibiorésistance apparaître au fil des années, puis qu'on ne s'en sortira pas. Donc, on parlait donc des innovations pour une désinfection efficace, puis dans une autre fiche sur l'antibiorésistance, par rapport à la désinfection, il avait été présenté de l'utilisation de l'eau électrolysée, laquelle peut être faite à la ferme, peut être consommée par les animaux, puis que ça viendrait comme aider dans sa physiologie pour réduire leur exposition aux pathogènes. Efficace contre bactéries, inactive des moisissures, spores, virus autour d'eux. Et également l'utilisation des nanoparticules comme des agents désinfectants comme recouvrement des surfaces, comme des films. Ce qui va faire, c'est que ces nanoparticules vont s'attaquer aux membranes cellulaires des bactéries et il va y avoir moins de formation de colonies. Donc, il va prévenir la formation de biofilms sur les surfaces des matériaux. Pour lutter contre l'antibiorésistance, donc, on parlait d'utiliser les antibiotiques d'une façon plus adéquate, plus raisonnée, seulement lorsqu'il est nécessaire et pas de façon préventive. En résumé, ils ont parlé de une meilleure gestion de l'élevage et surtout de la biosécurité dans les bâtiments. 5 minutes, excellent. Et utiliser une médecine préventive individuelle et cibler l'individu plutôt qu'un groupe entier. Et gestion raisonnée des antibiotiques. Et stratégies alimentaires alternatives, améliorer le microbiote intestinal
Et pourquoi pas utiliser des insectes dans lesquels viendraient dégrader les résidus, des résidus d'antibiotiques et de pesticides. Et ils vont réduire la bioaccumulation des contaminants, réduire la biomasse de déjection, puis vont augmenter la conversion en fertilisant. Il y avait aussi la phagothérapie, utilisation de virus qui vont infecter les bactéries pathogènes, puis la sélection génétique, une meilleure sélection génétique des animaux. En dernier, donc, des nouveautés pour améliorer la qualité de l'air et pour réduire les émissions à gaz à effet de serre. On en parlait des laveurs d'air beaucoup plus petits, parce que c'est le problème des laveurs d'air qui s'implique une échelle beaucoup trop grande pour la ferme, des fois. Une meilleure gestion de la litière et traitement de la litière. La séparation des déjections aussi, c'est en fraction, solide, liquide. On parlait de la couverture des fosses. Traiter les déjections, aérobie, anaérobie, les deux manières de traiter les déjections. Sinon, à l'épandage, l'incorporation du lisier au sol pour réduire les gaz d'ammoniac et des odeurs. Donc, voilà. Donc ça vient comme résumer tout ce qui a été abordé, tout ce qu'on a complété aussi comme information. Vous allez trouver ça sur le site de l'IRDA. Pour terminer, donc, on veut remercier les programmes Innovation, les collaborateurs à l'interne à l'IRDA, Béatrice, Maude, Camille qui m'a aidé aussi dernièrement, le CDPQ, Romain, Maximus, et merci beaucoup.